Merci de choisir KVTV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est de retour à Conakry. Absent du pays depuis 2 semaines, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par des citoyens fortement mobilisés entre l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et le centre-ville Kaloum. Vous le verrez dans ce journal. C'est terminé, Bouba Sampil n'est plus président de la Fédération guinéenne de football. Il a été officiellement révoqué ce jeudi lors de la 18e Assemblée générale ordinaire. C'est le vice-président le plus âgé qui va assurer la présidence jusqu'en 2028. Et puis, l'Église catholique a un nouveau souverain pontife. C'est le cardinal américain Robert Francis Prévost qui a été élu. Il devient Léon XIV, 267e pape catholique et le premier pape originaire des États-Unis à accéder à ce rang. Son portrait, c'est dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Après une semaine d'absence, le président Mamadi Doumbouya a regagné Conakry ce jeudi 8 mai 2025. Ce retour marque la fin d'une tournée diplomatique qu'il a conduit au Rwanda puis au Gabon où il a assisté à l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. À son arrivée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, plusieurs centaines de citoyens étaient mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Guy Babari et Ansou Baïlo Baldé étaient sur place. Suivez leur reportage. Son arrivée était annoncée pour 11 h selon un communiqué de la direction du protocole d'État. Mais dès 7 h du matin, de nombreux citoyens avaient déjà pris d'assaut des abords de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré à Conakry. Pour la réception du président général Mamadi Doumbouya, nous sommes là depuis 7 h. C'est pour soutenir notre président Mamadi Doumbouya. On ira jusqu'au bout. Simandou 2040 pour la vie. Parmi les personnes mobilisées pour accueillir le chef de l'État, plusieurs ont fait le déplacement pour lui témoigner leur attachement et leur soutien. Le pouvoir est au cœur du président de la République par rapport à ses acquis dont il a posé à l'égard du peuple guinéen. Nous sommes là pour aujourd'hui, pour montrer à la communauté nationale et internationale que nous le soutenons parce qu'il nous a prouvé. Si on parle du général Mamadi Doumbouya, les gens sont massivement mobilisés pour venir réceptionner notre champion. Cette tournée africaine a permis de consolider les relations bilatérales de la Guinée. À Kigali, les échanges ont porté sur la coopération économique et sécuritaire. À Libreville, la présence du général Doumbouya à l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema a illustré l'engagement de Conakry dans l'accompagnement des transitions politiques en Afrique centrale. De son arrivée à l'aéroport jusqu'au palais Mohamed V, siège de la présidence, une foule dense était visible le long du parcours. Et puis, le secrétaire général exclu de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSPE, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal de première instance de Mafanko. La décision a été rendue ce jeudi dans le cadre du procès qui l'opposait au syndicaliste Tidiane Silla pour injure et diffamation. À l'issue du verdict, les deux parties ont exprimé leur satisfaction. Le syndicaliste est rentré chez lui en attendant de savoir s'il va interjeter appel ou non de la décision prise contre lui. Ansou Baïlo Baldé et Guy Babari pour le compte-rendu. Il rentre chez lui après plusieurs semaines passées en prison, mais Salifou Kamara est sorti de la salle d'audience la tête baissée, apparemment touché par le verdict rendu contre lui par le tribunal de première instance de Mafanko. 6 mois de prison assortis de sursis, 1 million de francs guinéens d'amende et 1 franc symbolique au titre de l'action civile à payer constitue la décision. L'éducateur était poursuivi par Tidiane Silla, comptable pour des faits d'injure et diffamation. L'avocat du plaignant, Maître Moumini Diallo, est sorti satisfait après le verdict. C'est la réparation civile qui nous concerne. Et pour cette réparation civile, nous avions demandé le paiement, la condamnation de ce monsieur à 1 franc symbolique. Donc c'est ce que le juge a suivi. Par rapport à l'infraction, ça relève pratiquement du parquet. Le parquet avait requis 6 mois d'emprisonnement
assorti de sursis et ce que le juge a suivi. Pour la simple raison qu'on ne peut pas condamner une personne à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis et à 1 million d'amende sans qu'il ne soit fautif. Comme vous le saviez au départ, il a reconnu les faits, il s'est confondu en excuses. C'est une personne responsable. Je pense que ce verdict doit donner des leçons à ceux qui prétendent aussi agir comme lui. C'est une bonne décision de justice. Lors des débats dans le procès, Salifou Kamara avait reconnu les faits qui lui sont reprochés et il avait ainsi demandé pardon aux plaignants. Le délibéré rendu contre le syndicaliste exclu de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation FSPE a également réjoui son avocat. Pour Maître Sirajo Wan, la suite est à étudier avec son client s'il faut ou non interjeter appel. C'est une décision qui nous réjouit. Et parce que vous avez vu les difficultés avec lesquelles nous avons géré cette situation. Alors si au jour d'aujourd'hui, notre client est en liberté, c'est la première option et le reste est à voir. Plusieurs soutiens de Salifou Kamara étaient venus prendre part à l'audience de ce jeudi au tribunal de première instance de Mafanko. En prélude au lancement de la 5e édition du Salon du cinéma guinéen prévu du 9 au 10 mai 2025, la structure Phoenix Vision a organisé une conférence de presse ce jeudi au Centre culturel franco-guinéen Sorukangia à Kouyaté. Objectif, annoncer les couleurs du Salon du cinéma dont le thème cette année est mécanisme de production et de diffusion du cinéma guinéen. Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette 5e édition. Mamadou Tanouba. La 5e édition du Salon du cinéma guinéen sera riche en couleurs. Le thème choisi par Phoenix Vision, mécanisme de production et de diffusion du cinéma guinéen, fera une autopsie de l'industrie du 7e art qui peine à décoller. On est dans un travail de structuration, de contribution à la mise en place d'une industrie cinématographique avec tous les acteurs clés. Pour accompagner tous les acteurs clés. Et il y a des films qui sont faits quand même en Guinée, malgré qu'il n'y a pas d'industrie. On s'est demandé, mais comment ces gens-là sont parvenus à faire ces films? Donc, on va leur donner appel pour nous parler de leur mécanisme de production et qu'est-ce qu'ils comptent pour faire la diffusion de ces films, parce qu'il y a des enjeux économiques là-dedans. Donc, ce qui est prévu, c'est des projections de films, déjà au lancement, des panels, des conférences, des tables rondes et l'abra-palabre. Le ministère de la Culture, à travers l'Office national du cinéma guinéen, prend part au Salon du cinéma. Son directeur général, Amara Traoré, a réitéré l'engagement de sa direction à soutenir ce rendez-vous des acteurs du cinéma. Aujourd'hui, la Guinée s'exprime et s'exprime que par ces initiatives pareilles. Donc, c'est une volonté de notre département qui est le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à travers ma direction et toute l'équipe de l'ONASIC, d'accompagner avec beaucoup de vigueur cette initiative. Et d'ailleurs, je profiterai de dire que nous serons présents. Le Sénégal, à cause de l'émergence de son cinéma, est l'invité d'honneur du Salon du cinéma guinéen. Le réalisateur Pape Lopi a plaidé pour que les autorités africaines accordent de l'importance à la culture. Que l'État accompagne encore, soit plus engagé sur ce que les gens font, sur les initiatives, Salon du cinéma, 7e art du tri, que s'ils font quelque chose, que ça ne reste pas qu'à Conakry, que dans tous les, à l'abbé, à tout ça, que toutes ces populations-là aient accès. Le Salon du cinéma guinéen est devenu un rendez-vous incontournable d'un 7e art en souffrance. C'est désormais officiel. Bouba Sampil n'est plus président de la Fédération guinéenne de football. Il a été révoqué ce jeudi lors de la 18e Assemblée générale ordinaire de la FEGIFOOT tenue à Conakry. C'est Souri Doumbouya, vice-président le plus âgé, qui prend les rênes de la FEGIFOOT jusqu'à la fin du mandat en 2028. Germaine Mansaré. Sa révocation n'est plus provisoire. Aboubakar Dina Sampil,
a été officiellement démis de ses fonctions de président de la Fédération guinéenne de football. La décision a été validée ce jeudi à l'issue de la 18e Assemblée générale ordinaire de l'instance. Sur 53 votants, 51 ont approuvé sa révocation par vote à bulletin secret, tandis que 2 bulletins ont été déclarés nuls. Conformément au statut, c'est Sori Doumbouya, le vice-président le plus âgé, qui assurera désormais la présidence de la fédération jusqu'au terme du mandat actuel du comité exécutif. Pour le moment, comme vous le voyez, je viens d'être installé. Je vais me consulter rapidement avec le comité exécutif. Comme vous voyez, ce n'est pas le président seul qui peut faire marcher une fédération. C'est un comité qui est aussi à l'écoute aussi des membres statutaires. Nous connaissons les problèmes du football guinéen. Nous allons se retrouver et on va s'atteler au travail rapidement. À l'issue de l'Assemblée, Émilie Christine Doms, représentante de la FIFA, a salué le bon déroulement des travaux et s'est dite satisfaite de la décision prise par les membres présents. Déjà, on félicite chaleureusement les membres de la FGF pour leur état d'esprit, pour l'unité qui a été présentée, dont a fait preuve les délégués aujourd'hui, ce qui était essentiel, et toujours dans la conformité des textes. La FIFA salue donc cette sérénité retrouvée et encourage tous les acteurs du football guinéen à continuer dans cet état d'esprit. De son côté, Louis Camara a appelé à un fonctionnement rigoureux de la FEGIFOOT, insistant sur le respect des statuts et des tests en vigueur. L'appel que je vais lancer avec ça, c'est de leur dire de faire en sorte à ce que tout ce qu'ils vont mettre en place, que la loi soit mise devant. Elle doit être mise devant et que les statuts soient respectés, mais aussi que tout le monde œuvre pour le bien de notre football. Bouba Sampil a été notamment accusé de multiples entorses. Par ailleurs, une proposition du club Wakria AC visant à élargir le comité exécutif de 13 à 17 membres a été débattue, mais finalement reportée à une prochaine assemblée générale extraordinaire. Sport, toujours, les demi-finales de la Ligue des champions 2024-2025 ont tenu toutes leurs promesses. L'Inter Milan et le PSG se sont qualifiés pour la finale, laissant le FC Barcelone et Arsenal aux portes de l'exploit. Bangali Camara pour le résumé de ces rencontres. Les demi-finales de cette édition 2024-2025 ont offert un concentré d'émotions, suspense, tension et moments de grâce. Deux affiches qui ont mis en lumière la force mentale des uns et les limites des autres. La première confrontation opposait l'Inter Milan au FC Barcelone. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score spectaculaire 3-1. Au retour à San Siro, le scénario a été aussi alléchant. L'Inter, dominateur mais inefficace, a longtemps buté sur un Barça combatif. Ce n'est que dans les dernières minutes du temps réglementaire que Francesco Acerbi a arraché l'égalisation, portant le score à 3-1 comme à l'aller. Il a fallu attendre la prolongation pour voir David Fratesi libérer les siens et sceller le score de cette double confrontation. L'Inter arrache la victoire et part en finale. De l'autre côté, le PSG a impressionné par sa maturité. À l'Emirates Stadium, les Parisiens ont surpris Arsenal en s'imposant 1-0 grâce à une discipline tactique remarquable. Le match retour au Parc des Princes a confirmé leur solidité. Une victoire 2-1 acquise avec maîtrise. Donnarumma a brillé dans les buts, João Neves a régné au milieu et la jeunesse parisienne a su faire la différence. Arsenal, séduisant tout au long de la saison, a craqué au mauvais moment. Arteta pourra nourrir des regrets, notamment ce face-à-face manqué par Bukayo Saka. Mais Paris, lui, avance plus sûr de lui que jamais. Place désormais à une finale prometteuse. Inter Milan, PSG. Ce sera le 31 mai prochain à Munich. Pour l'Inter, c'est un retour au sommet. Pour le PSG, une occasion historique de décrocher enfin la prestigieuse Ligue des Champions. Je vous le disais au sommaire, Léon XIV est le nouveau pape élu ce jeudi 8 mai à la suite du conclave. De son vrai nom, Robert Francis Prévost, l'Américain devient le 267e pape de l'Église catholique. Son portrait est signé Bangali Camara.
Robert Francis Prévost est né le 14 septembre 1955 à Chicago d'un père d'ascendance français et italien et d'une mère d'ascendance espagnole. Il rejoint les Augustins le 1er septembre 1977. Il prononce ses premiers vœux le 2 septembre 1978 et fait profession solennelle le 29 août 1981. L'année suivante, il obtient une licence en théologie de la Catholic Theological Union de Chicago. Robert Francis Prévost est ordonné prêtre pour ordonner de Saint-Augustin le 19 juin 1982 à Rome. Il y prépare une licence en droit économique à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin qu'il obtient en 1984. Prévost est alors envoyé en mission avec les Augustins au Pérou et devient chancelier de la prélature territoriale de Chulucanas jusqu'en 1986. En 1987, il est rappelé aux États-Unis comme promoteur des vocations et directeur des missions pour la province augustine de Chicago. En 1998, Robert Francis Prévost est élu provincial de la province augustine Notre-Dame de Bon Conseil, qui couvre le Midway américain. Il retourne donc à Chicago pour prendre ce poste le 8 mars 1999. Le 3 novembre 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo et évêque titulaire de Soufar. Le 26 septembre 2015, il est nommé évêque de Chiclayo. Le 13 juillet 2019, Prévost est nommé membre de la congrégation pour le clergé. Du 15 avril 2020 au 26 mai 2021, il est administrateur apostolique du diocèse de Callao. Le 21 novembre 2020, François le nomme membre du discartère pour les évêques. Le pape François annonce en juillet 2023 son intention de le créer cardinal lors du consistoire du 30 septembre 2023. À cette occasion, il reçoit le titre de cardinal diacre de Santa Monica. Le 6 février 2025, le pape François l'élève au rang du cardinal évêque et lui assigne le diocèse suburbicaire d'Albano. Le 8 mai 2025, il est élu pape à l'issue du 4e scrutin du conclave. Il prend le nom de Léon XIV, devenant le nouveau souverain pontife. Pour terminer, l'Union européenne hausse le ton face aux États-Unis. Ce jeudi, Bruxelles a officiellement annoncé son intention de déposer une plainte contre Washington devant l'Organisation mondiale du commerce en cause les droits de douane imposés par l'administration Trump, une riposte juridique qui s'inscrit dans une stratégie plus large de l'Union européenne pour contester des mesures tarifaires jugées injustes et pénalisantes. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump renoue avec le protectionnisme. En avril, il a instauré de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 20% sur une large gamme de produits européens, acier, aluminium, automobiles, avions, mais aussi produits agricoles. Et ce n'est qu'un début. Une taxe générale de 10% sur toutes les importations en provenance d'Europe reste en vigueur, tandis que les nouveaux tarifs pourraient s'appliquer dès le mois de juillet, à l'issue d'une trêve de 90 jours. Face à cette offensive, la Commission européenne prépare sa riposte. En plus d'une plainte devant l'OMC, Bruxelles envisage une contre-attaque tarifaire sans précédent jusqu'à 95 milliards d'euros de produits américains pourraient être visés. Une première liste provisoire a été publiée. On y retrouve des avions, des pièces détachées automobiles, des spiritueux comme le bourbon, mais aussi divers produits agroalimentaires et industriels. Une consultation publique est en cours pour affiner cette liste d'ici la mi-juin. Alors que le climat rappelle les tensions commerciales de la première présidence Trump, l'Union européenne laisse la porte ouverte à la négociation. Mais en l'absence de compromis, ces mesures de rétorsion pourraient entrer en vigueur dès le 1er juillet. Ce bras de fer intervient dans un contexte économique mondial déjà fragilisé par l'instabilité géopolitique. Si l'escalade se poursuit, le risque d'une guerre commerciale
pourrait peser lourdement sur la croissance mondiale et sur le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur notre site, le www.siaminfo.com. À très vite sur KVTV.